Let's go. On rigole. On rigole moins quand même. Ouais, on rigole moins. Salut Chana, 19 Salut juin. Ronnie. Yom Shishi. Yom Shishi, c'est vendredi. Vas-y. On commence un épisode un peu avec le cœur lourd. Cette nuit, il y a 4 soldats qui sont tombés au combat au Liban. On n'a pas encore les noms de tout le monde, mais dans plusieurs attaques du Hezbollah. Et cela enchaîné sur une riposte israélienne. Et on va débriefer ça, mais je vais vous parler, on va juste dire de quoi on va parler aujourd'hui. Donc on va commencer par cette actualité vraiment cette nuit et les dernières 24 heures. On va parler évidemment de l'accord entre les États-Unis et l'Iran, accord historique. Le désaccord. Le désaccord, le L'accord. surrender, on va débriefer tout ça. On fera un petit point mois des fiertés parce qu'on vous l'avait déjà annoncé en Israël et particulièrement à Tel Aviv. C'est vraiment, il y a eu la grande Gay Pride de Tel Aviv et maintenant, ce qui se passe, c'est que les Gay Pride se déplacent dans toutes les villes de périphérie avec pour but d'inviter et De rallier à la communauté. voilà, et de permettre en fait aussi aux communautés libérales d'être représentées. On enchaînera sur de la politique, on fera un point sur des sondages, eux aussi vraiment uniques en leur genre, une première dans plein de domaines, donc on vous fait un suspense et on ne vous dit pas tout de suite, mais on vous débriefera, et on finira avec un point sur les Bédouins qui font partie de la société arabe israélienne, qui sont principalement dans le sud, dans le Negev, dans le désert, mais aussi dans le nord d'Israël, et on fera le point sur tout ça. Ouais. Et cette semaine, on a un téléspectateur en live. Ah ouais. Dans les locaux, quoi, carrément. On est des stars. Il y a des gens qui viennent nous voir en live. Voilà, Ça vous pouvez rigole vous inscrire si ça vous... Vous pouvez vous inscrire, on a une liste et... Bah, fais-nous une présentation quand même, dis-nous De quoi? qui est notre invité. Ah, notre invité qui est en live, c'est ma sœur. Elle est là, voilà. Elle est venue voir de Paris. Qui nous écoute, Qui nous écoute. on le sait. Et elle s'est dit, je vais voir si c'est pas de la IA, si c'est en live, si c'est du vrai. Voilà, donc on est là, donc bienvenue et merci à tous de nous écouter, de nous retrouver. On a vu que cette semaine, on avait vraiment un public qui grandit en Allemagne et aux États-Unis. Aux États-Unis, 18% de nos auditeurs sont Voilà, des avec États-Unis. 80% de France. Donc merci et bienvenue pour les nouveaux et nouvelles qui nous écoutent. On va commencer par l'actualité. Le Liban, 4 soldats hier soir. Ils ont pas encore annoncé exactement ce qui s'était passé, mais d'après ce que j'ai pu lire, c'est clair que, enfin, de ce que j'ai pu comprendre, je veux pas m'avancer trop, mais j'ai l'impression que c'est un drone qui est tombé sur un tank. Mhm. Et donc, voilà quoi, 4 morts sur le coup, donc toute l'équipe du tank, j'ai l'impression. Et donc, on est habitué depuis le 7 octobre. De toute façon, on est habitué en Israël. C'est tout le temps. Et c'est ça qui est très difficile à expliquer parce que quand tu es en France ou quand tu es à l'étranger, que tu entends qu'il y a un soldat qui est mort, c'est Ça loin. te touche pas, quoi. C'est Ouais. très loin pour toi. Et alors qu'en Israël, c'est toujours très proche. Et des fois, c'est des gens que tu connais, c'est de la famille, c'est des gens qui sont très jeunes, donc c'est leurs enfants. Et puis c'est surtout pas une armée de métier. Donc là, le premier qui a été annoncé, qui est mort cette nuit, et ben il est marié, réserviste, il a Ouais. 2 petites filles. Enfin, ça peut être n'importe qui d'entre nous en fait. Et c'est ça Oui, c'est quelqu'un qui a quitté sa maison, son appart, pour aller faire de la réserve. Ouais. Et donc, ici, tu le vis au jour le jour, quoi. Et ça arrive très souvent. Et là, de toute façon, depuis cette insertion au sud Liban, on en avait parlé la semaine dernière, on en a parlé la semaine d'avant. C'était clair qu'il y allait avoir de plus en plus de morts au sud Liban. Tu peux pas rester au sud Liban et de pas avoir de casualties, ça arrive tout le temps. Surtout que nous, on est en position défensive. Donc Tsahal est en position défensive. Explique parce que les gens pensent que Tsahal est en position offensive, je pense. En Alors, tout cas, quand on voit la presse française. Ouais, en plus la réflexion du gouvernement français ce matin, c'était Israël doit arrêter tout de suite ses frappes sur le Liban et tout ça. Et ce qui est incompréhensible, c'est que, c'est toujours le discours, c'est comme si c'était Israël qui était au sud Liban pour envahir le sud Liban. Ils se rendent pas compte. Je pense que le Quai d'Orsay, tout ça, les Français
qui sont dans la sécurité, à l'armée, ils le savent. Oui, on le voit sur les plateaux de télé d'ailleurs. Ils le savent. Ouais. Mais dans les médias, c'est souvent, ça passe comme si c'était nous l'attaquant. Donc, ce qui s'est passé cette nuit, il y a donc ce drone où il y a eu plusieurs attaques, il n'y a pas eu que celle-là. Les soldats ont été tués et donc en réaction, Israël a lancé une riposte très large avec plus de 80 cibles dans le sud Liban. Pas à Beyrouth, mais dans le sud Liban, et a tué plusieurs dizaines de terroristes, de militants, de combattants du Hezbollah. Ouais, mais enfin, tout ça départ du fait que le Hezbollah est à la frontière israélienne, et depuis le 7 octobre, ils se sont mis à taper sur Israël. Et donc, ils ont tapé tout au début. On se rappelle que tout le nord d'Israël avait été évacué. Et donc, l'armée... Ils continuaient à taper. Ouais, et ils ont tiré dans tout ce qui bougeait. Les kibbutz, il y en a... kibbutz comme Manara, il parlait de 70% des villas et des maisons qui avaient été détruites. La ville de Kiryat Shmona qui est complètement vide, on en a parlé la semaine dernière. Naharia aussi a été complètement... Enfin, toutes les villes du sud, du nord de l'Israël sont vides. Et donc Israël essaye de faire un peu le ménage, et c'est pour ça justement qu'on est au Sud-Liban. Et on n'est pas au Sud-Liban pour envahir le Sud-Liban, on est au Sud-Liban pour essayer de repousser le Hezbollah, qui s'est doté ces derniers mois de drones, et donc ils peuvent se permettre de même pas être à la frontière, d'être même au-dessus du Litani, et quand même de frapper sur Israël. Et donc, Israël va de plus en plus profondément. Donc, ils reprennent des anciennes bases comme le Beaufort et tout ça. Et c'est clair que quand tu fais des insertions qui sont profondes comme ça, tu es obligé d'avoir... T'es obligé d'avoir des soldats qui vont aller ravitailler ceux qui prennent les bases. Et c'est là que tu te fais taper. Et j'imagine que c'est ce qui s'est passé cette nuit. Il devait y avoir un convoi avec un tank et tout ça. Ils ont dit que ce tank, il faisait partie de Givati, donc la Khativa. Moi, j'ai pas vu que c'était pendant un convoi de ravitaillement. J'ai vu que c'était pendant une opération justement pour répondre à des terroristes qui avaient attaqué ces positions des soldats. Donc, il y a eu l'attaque du Hezbollah, réponse des soldats. Les soldats ont été tués en riposte et Israël a attaqué 80 cibles. Et donc, en fait, on est dans ce truc incessant. Et au final, quand on Mais c'est la France appelle Israël à arrêter. Alors que je ne comprends pas pourquoi ils n'appellent pas le Liban à arrêter. Enfin, je sais pourquoi ils n'appellent pas le Liban. On le sait, tout le monde le sait. Ou l'Iran, ça serait plus simple. Alors, donc, on va parler de l'Iran. Parce qu'au final, tout est lié. Donc, évidemment, vous le savez sûrement, le Hezbollah est un proxy de l'Iran, du régime islamiste iranien. Comme le Hamas d'ailleurs, et du coup, on se retrouve dans une situation où après les frappes de cette nuit, les Iraniens disent à l'ONU et disent à Trump, que si Israël continue à taper, donc à attaquer le Liban, c'est nous qui attaquons, bah oui. Et à attaquer le Hezbollah, l'Iran n'accepte pas de continuer les négociations. Mais l'Iran, ils sont très intelligents et ils jouent sur la faiblesse de Trump. Ils ont compris que Trump, il voulait faire un deal et il en avait marre. Et donc, ils se sont dit que ce qu'ils allaient réussir à faire dans ce deal, c'est de séparer Israël et les États-Unis. Ouais. De les mettre le dos l'un à l'autre. Et en fin de compte, ils réussissent. Puisqu'ils demandent, ils font le lien entre le Sud-Liban et le deal entre les Américains et les Iraniens. C'est-à-dire, détroit d'Ormuz, tout ça, ok, oui, mais vous arrêtez les frappes au Sud-Liban, comme si les frappes au Sud-Liban, elles étaient en rapport avec le détroit d'Ormuz. Non, mais eux, ils regardent ça d'une façon globale. Ils veulent avoir tous leurs intérêts. Et Trump, il donne tout. Donc, au final, c'est ça qui est en train de se passer. C'est qu'eux, ils disent on va jamais réussir à arrêter le conflit avec Hezbollah et Iran, donc on va le mettre dans le même package. Ce que je veux dire, c'est qu'ils jouent un jeu où, ils se posent en protecteur du Liban, alors que c'est eux qui sont là-bas et qui foutent le bordel. Et ils forcent la main aux Américains qui vont aller gueuler sur... parce qu'on l'a vu cette semaine,
On a vu Trump qui a dit Netanyahou, qu'est-ce qu'il a besoin d'aller taper, de faire tomber des buildings dans Beyrouth, parce que nous, on tape sur des buildings comme ça. On se lève le matin et puis on se dit, tiens, oui, mais il comprend que c'est ce que le monde veut entendre, et donc du coup, il continue sur cette dynamique-là. Et Trump, et ça marche. Ouais, et Trump, il y a des fois même où il dit Israël doit arrêter, Israël exagère. Enfin, c'est-à-dire ce narratif, et tu as vu J.D. Vance aussi, c'est-à-dire le vice-président des États-Unis a clairement attaqué Israël en disant... Enfin, on arrivait à des situations où c'est du jamais vu. Déjà, on est dans une situation où il y a un cessez-le-feu depuis le mois d'avril, il y a 23 soldats qui ont été tués, il y a des attaques tous les jours dans le nord d'Israël, il n'y a aucune sécurité, les villes sont des villes fantômes, etc. Donc, tout ce truc-là, en fait, n'existe pas. Donc, c'est un accord qui n'est même pas un accord de paix, qui est un accord de... on a mis une base de négociation au final. Maintenant, on a 60 jours, le temps que la Coupe du Monde avance, où on ne prend pas vraiment de discussion, de décision. Il y aura des négociations, mais en fait, ça se trouve, nous, on reste dans le même... la seule chose où je suis d'accord avec toi, c'est vraiment que ce que tu as dit sur Trump, au final, il ne veut pas de conflit. Et donc, c'est ça, en fait. Il n'y a jamais une... J'ai jamais vu une guerre où tu vas arriver... Déjà, tu as une supériorité militaire qui est incroyable. Les Américains, par rapport à l'Iran, ils peuvent faire... Ils auraient pu faire, et ils peuvent toujours faire ce qu'ils veulent en Iran. Ouais. C'est-à-dire la supériorité militaire, elle est... c'est du jamais vu, quoi. Ouais. Et donc, au moment de donner le coup de grâce en Iran, le gars, il s'arrête et il dit, si on faisait un deal... Et les gars d'en face, ils disent, bah ouais, ça serait sympa. Et puis, si dans ce deal, on pouvait jeter les Israéliens sous le bus, bah ça serait sympa aussi. Et les Iraniens, surtout. Et c'est vraiment ça qui est terrible au final de ça marche. Ouais. Et ce qui est incroyable, c'est que les Américains, ça fait déjà, ça remet un peu de crédibilité à Trump face à son électorat, puisqu'il se faisait taper par l'extrême droite aux États-Unis qui lui disait « tu t'es laissé mener par le bout du nez par Netanyahou ». Ouais, maintenant tu t'es fait mener par le bout du nez par les islamistes. Et donc pourquoi ils sont contents? Et donc là, il est en mode « mais non, c'est moi le petit chef, c'est moi qui lui dis à Netanyahou ce que je dois faire ». Et nous, les Israéliens, on se retrouve à ce que notre droit à nous défendre, puisqu'on est attaqué par le Hezbollah, donc par l'Iran, passe par un aval des États-Unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut vraiment aller taper le Hezbollah, parce qu'ils le savent, le Hezbollah, ils savent qu'eux, ils peuvent venir tuer des soldats, et que nous, en réponse, on va pas aller à Beyrouth, où sont les dirigeants de Hezbollah. Ils le savent. Et ça, c'est ce qu'ont réussi à créer ce truc-là, c'est les Iraniens. Et c'est le gouvernement Netanyahou aussi. Évidemment, bien sûr. Oui, c'est pas que. Enfin, eux, c'est leur intérêt. L'intérêt d'Israël, c'est censé être l'inverse. La victoire totale. Mais de toute façon, Netanyahou, il nous a mis dans une merde. Enfin, je pense pas qu'on a eu un Premier ministre qui nous a mis plus dans la merde que lui, ever. Bah ouais. Bah non, clairement. Et là, on a vu, tu parlais de J.D. Vance, le vice-président américain qui parlait cette semaine du gouvernement israélien. Il parlait surtout de Ben Gvir et de Smotrich. Du cabinet de guerre, ouais. Ouais, le cabinet, tu parles. Mais c'est ça le problème. Donc attends, juste explique pour ceux qui n'ont pas suivi ce qui s'est passé avec... Qu'est-ce qu'il a dit en gros, il leur a dit fermez vos gueules, quoi. Il leur a dit sans nous, vous seriez tous morts. Et on entend qu'autour de Netanyahou, vous nous attaquez, et vous attaquez le seul super pouvoir qui est encore de votre côté, le seul pays qui vous supporte encore. Alors que c'est pas vrai, il y a l'Ouganda et le Somaliland. Somaliland. Ah, t'as vu, aujourd'hui, j'ai vu le président du Somaliland nous dit qu'il veut vachement qu'il y ait des touristes israéliens qui viennent. Faut ouvrir une boîte. Il y a un business plan à ouvrir. On n'a jamais été aussi dans le fond du tunnel, quoi. À l'international, je pense que... Et on voit là... Non, mais on s'est fait réprimander par le vice-président américain. Tu captes le délire. Tu captes le level de... Et il nous fait... mais comme des gosses, mais comme des gosses, en plus. Il leur a dit, en genre, de toute façon, fermez vos gueules. Et vous êtes... En fin de compte, c'était même pas fermez votre gueule. C'était genre une menace. C'était moi à votre place. Non, mais c'était vous êtes en vie parce que nous, on est là. Il a dit 3 quarts.
il a dit 3/4 des intercepteurs qui ont protégé Israël pendant la guerre des 40 jours et celle-là, un demi-jour, c'est des intercepteurs américains. Et sans nous, vous seriez morts. Et calmez-vous parce qu'il ne reste plus que nous. Ouais. On en est là, quoi. Et c'est là qu'on voit comment le gouvernement de Netanyahou, c'est vraiment un danger stratégique pour Israël. On en a souvent parlé. Les gens, ils ne comprennent pas parce qu'ils regardent ça de l'étranger. Ils ne comprennent pas que la stratégie israélienne, ça ne peut pas être juste on va être fort à l'armée. On est obligé d'avoir des relations avec les États-Unis. On est obligé d'avoir des relations. Et quand tu as des gens qui sont tellement incompétents au gouvernement, comme Ben Gvir, comme Smotrich, qui sont là juste pour que Netanyahou reste en place, et ben c'est tout le reste qui faire avancer leur agenda. Non, mais eux, ils sont là parce que Netanyahou, il a eu personne d'autre pour son gouvernement. Mais ces gars-là, tous les deux, c'est des repris de justice, tous les deux, c'est des gros malades mentaux, et en fin de compte, ils font plus de mal à Israël que de bien à Israël. Ça, c'est sûr. Mais sans eux, on se porterait mieux, on est d'accord. Toi et moi, on est d'accord. Et donc, non, mais c'est même pas une question de toi et moi. Bah attends, il y a des gens qui vont voter pour eux quand même. Ah oui, mais les faits... Non, mais on est d'accord. Ronnie, prends le micro. Nous sommes arrivés à ce moment de podcast. Je le remets. Non. Vas-y. Mais dans les faits, ces gars-là, ils font plus de mal à Israël que... Mais quand tu regardes, quand tu fais un zoom out sur Israël et que tu vois où on en est aujourd'hui, en 2026, tu vois ce que le gouvernement a réussi. Ils n'ont rien à mettre sur la table. On devait avoir la victoire totale. Donc, ils ont parlé d'une victoire totale. Il n'y a pas de victoire face au Hamas. Il n'y a pas de victoire. Démantèlement du Hezbollah, tout ça. Après les beepers, ils se sont fait passer pour tous des James Bond. Le Hezbollah tape sur Israël du soir au matin. 4 morts cette nuit. 23 depuis avril, le cessez-le-feu. Des villes bombardées du soir au matin. Netanyahou parlait d'un changement de gouvernement en Iran, c'est-à-dire retourner carrément... mais alors, t'as vu, il est revenu sur ses propos. Oui, il a dit maintenant, j'ai jamais promis ça. Il n'a jamais promis ça. Et alors, en Iran, c'était changement de gouvernement, démantèlement des forces, de tout ce qui est nucléaire, tout ce qui est les missiles. Et rien. Et il n'y a rien dans l'accord. Il y a rien. Et les États-Unis payent 300 milliards de dollars à l'Iran. Pour la reconstruction. Donc il y a un plan Marshall. Il y a un plan Marshall américain pour un pays qui n'a pas perdu la guerre, puisque eux, ils disent... parce que le plan Marshall à l'Allemagne, les Allemands, ils étaient morts, on est d'accord. Ils se sont rendus. Oui. Là, c'est les Américains qui se sont rendus. Les Japonais, ils ont dit total, ok, c'était bon, c'était ok, on arrête tout, quoi. On se rend. Et bien là, c'est le contraire. Et il y a un plan Marshall américain de 300 milliards. Et c'est nous, les Israéliens, qui va reconstruire Kiryat Shmona, les hôpitaux qui ont été bombardés, les villes israéliennes. C'est nous. Oui, ou si c'est ce gouvernement, ce sera pas reconstruit. Comme Soroka, l'hôpital à Beersheva, qui avait pris un missile et qui est toujours pas... Et tu as toujours le gouvernement qui essaye... Tu vois, c'est là où c'est de la folie. Parce que cette semaine, tu as le chef de l'armée, tu as Eyal Zamir, le patron de Tsahal, qui a dit que si on continuait comme ça, au niveau de l'engagement des nouvelles recrues dans l'armée, il a dit que dans les 2-3 ans à venir, on n'aurait plus assez de soldats et qu'on allait vraiment avoir un problème stratégique. C'est-à-dire, Israël n'aura pas assez de soldats combattants pour se défendre. Et il disait, si on reste avec ces chiffres-là, la seule solution, ça va être de prolonger le service militaire. C'est-à-dire c'est ce qu'ils ont déjà fait passer une loi. Et donc là, ils essayent de faire passer... C'est passé en donc ils ont fait passer la première de lecture. Et donc, c'est de passer à 3 ans, à 3 ans et demi. C'est-à-dire déjà, les garçons font 3 ans. Là, ça serait 3 ans et demi. Au lieu de prendre les ultra-orthodoxes. Alors que la solution la plus simple, ça, c'est de prendre les ultra-orthodoxes. Il y a presque 1 million de personnes qui devraient... Et ce gouvernement continue. Et donc, c'est là où franchement, tu t'aperçois que ce gouvernement-là est une menace stratégique pour Israël. Et les gens qui ne comprennent pas ça, c'est des malades mentaux. C'est des malades mentaux.
Les gens qui continuent à regarder la chaîne 14 et à écouter Gadi Taub, je dis bonjour à mon frère en passant, les gars, vous êtes dans un mode de folie, quoi. Alors justement, on va vous parler des sondages un petit peu plus tard, mais alors les sondages, c'est vraiment la propagande, quoi. T'as 3 chaînes d'information, la 11, la 12 et la 13, qui ont, tu vois, un ou deux mandats par-ci, un de par-là, tout le monde d'accord. Netanyahou est en chute libre, et sur la 14, Netanyahou est en augmentation, il y a 31 sièges au lieu de 20, 21, 22 dans Mais c'est la Pravda, c'est plus une chaîne incroyable. télévisée. Et les mecs continuent à écouter et à te dire. Et d'ailleurs, cette semaine, donc là, on va en parler de ça. Cette semaine, on voit depuis les derniers jours, depuis la guerre là, de 17h, une chute totale depuis l'accord entre l'Iran et les États-Unis des sondages pour Netanyahou, qui est à son plus bas depuis toujours, depuis même avant le 7 octobre. Et on voit que malgré tout, sur Arutz Arba Esrei, donc sur la 14, ils ont créé un narratif donc, total où tu vois que la société israélienne est concrètement choquée de ce qui se passe et voit qu'on a perdu la guerre et que Israël n'a rien obtenu face aux Iraniens par le biais des États-Unis et tout. Et sur Arutz Arba Esrei, qu'est-ce qui se passe ? On te dit Netanyahou est un homme de paix, est un homme qui fait confiance à Trump. Ils le font passer pour Churchill. Et alors attends, et donc du coup par rapport à ça, il y avait un sondage hyper intéressant, je trouve. Donc seulement 11% des Israéliens pensent qu'Israël a gagné la guerre contre l'Iran. 11%. Et deuxième info. Qui sont ces gens ? Non mais déjà, comment tu peux être fou ? Mais même ça, même ces 11%-là, en prenant Netanyahou et sa famille, en les mettant à côté, et ses quelques amis... Ah non, 11%, c'est quand même 1 million de personnes. Mais c'est qui ? Je sûr. Enfin, proportionnellement. C'est les gens qui ne savent pas lire, c'est quoi ? Non, c'est ceux qui vont aussi voter pour lui. Il y a des gens qui pensent ça, tu vois. Comment tu peux penser ça ? Regarde Arutz Arba Esrei, ils sont convaincus. Mais comment ? C'est quoi, bourrage de crâne ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Est-ce que tu te serais imaginé... 90% des Israéliens... Est-ce que toi, tu te serais imaginé, il y a 10 ans, quand tu as fait ton Aliyah, quand tu es arrivé, est-ce que tu te serais imaginé qu'Israël aurait... On allait descendre là, dans cet enfer ? Je pense que personne ne pouvait s'imaginer un truc comme ça. Ni la réforme, ni le 7 octobre, ni la guerre, ni l'Iran. Enfin, l'Iran, mais moi je me souviens qu'on se disait... Tu sais, J.D. Vance, quand il a dit hier, de toute façon, vous n'avez plus aucun ami, reste plus... il n'avait pas tort. Il n'a pas tort. C'est-à-dire que Netanyahou a réussi à ce que vraiment, à l'international, on a été lâché par tout le monde. Ouais. Et ça, c'est une question de se donner la volonté d'aller parler, de faire de... Pas de la diplomatie, tout simplement. Il n'y a pas de diplomatie israélienne. Il n'y a rien. Oui, mais c'est encore une fois, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. La diplomatie, elle est censée faire quoi ? Elle est censée expliquer un problème stratégique et de politique. Donc, on parle du problème de stratégie et de politique, pas du fait que la diplomatie est censée mieux couvrir. Mais déjà, tu n'as pas de stratégie. Déjà, tu n'as pas de stratégie. Oui, mais le problème, c'est cette guerre sans fin. Le problème, c'est le fait qu'on ne nous propose aucune alternative au fait de la mort de tous les côtés, une guerre sans fin, de la destruction, des traumatismes, des blessés à n'en plus finir. C'est ça le problème, c'est pas la diplomatie. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus de ça, en plus de tout ce qui se passe, c'est que tu as les seules images, on va dire, que le gouvernement israélien réussit à exporter à l'étranger, c'est Ben Gvir qui va à la flottille. Oui, mais c'est la réalité. Ouais, mais c'est pas que ça la réalité. Il y a d'autres choses dont on pourrait parler. Il y a beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup de ça. C'est quand même eux le gouvernement. Enfin, tu vois ce que je veux dire, et donc on se retrouve à ce que J.D. Vance, quand il dit il a Israël, il n'y a plus personne qui vous fait confiance, il n'y a plus personne qui a envie d'être... qui est de votre côté. Quand toutes les universités du monde entier disent aux universitaires israéliens nous on veut rien faire avec vous, c'est fini les Chitoufé Peoula et tout ça. La coopération entre les universités. On n'a jamais été au plus bas que ça. Et ça, c'est Netanyahou. Et les gens qui continuent à voter pour lui, et souvent, c'est des gens... Il y a aussi cet effet à l'étranger. Quand tu écoutes les Français parler, les Juifs français ou américains et tout ça, ah ouais, Netanyahou, quand même, il sait faire... Enfin, il y a une espèce de folie sur ce type-là. Oui, mais comme il y a une folie ici, c'est la même folie. Tu vois, c'est les mêmes mecs. S'il y a encore 20 dans les sondages autour de 20%, 20 sièges pour Netanyahou...
évidemment que dans des communautés juives dans le monde entier qui comprennent pas forcément tout ce qui se passe et qui suivent et qui machin, évidemment que tu as la même dynamique. C'est pas possible qu'il y ait que des fous en Israël et pas ailleurs. Parle-moi des élections, dis-moi qui va gagner. Fais-moi un... Alors attends, juste je continue par rapport, parce que je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais sur que c'est un gouvernement dangereux et qui va à l'encontre de l'intérêt d'Israël. Donc hier, encore une fois, dans le même sondage, la majorité des Israéliens pense que Netanyahou a comment on dit Pagab intéresse a fait du mal à l'intérêt a dédommagé dommagé ouais. A fait du mal ouais. on s'y retrouve plus a fait du mal à l'intérêt stratégique israélien et seulement 24% pense qu'il a été que le comportement d'Israël a été une chose qui a fait avancer l'intérêt stratégique d'Israël. Donc on est dans des chiffres où là, moi, c'est vraiment un sondage. On va en parler donc. Mais ça, c'est les Israéliens face à eux-mêmes. Mais quand tu regardes, ce qui est le pire, c'est quand tu regardes l'image à l'étranger. Ouais, mais je sais pas pourquoi t'es bloqué sur l'image à l'étranger. Moi, je m'en fous de l'image à l'étranger. Non, mais c'est pas eux qui votent, c'est nous. Oui, évidemment. Évidemment qu'on est haï de tous. Ils pensent tous qu'on fait des génocides. Au Gaza, au Liban, machin, qu'on veut coloniser, qu'on fait des génocides, personne n'essaye de trucs. Et en plus, c'est basé sur l'antisémitisme. Donc c'est évident. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment pendant cette guerre, on s'était dit que peut-être, à la fin de cette guerre, Israël en ressortira plus fort. La guerre avec l'Iran ? La guerre avec l'Iran, oui. Ouais. Avec la guerre avec l'Iran. Et peut-être qu'à la fin de cette guerre, et peut-être que cette guerre, ça sera la dernière. Ouais. On y a cru, on s'est dit... surtout pour les Iraniens aussi. On s'est dit, on va aller finir le boulot, on va réussir à faire tomber le gouvernement iranien, et donc il y aura effet domino. Et donc s'il n'y a plus les Iraniens et les Mollahs, il n'y aura plus le Hezbollah, il n'y aura plus les Houthis. Peut-être que c'était pas du tout réaliste non plus, tu vois, tout ce truc-là. Peut-être, mais pendant un moment, on y a cru. Et on s'est dit que si ça arrivait, il y allait avoir une ouverture. Israël, le monde arabe, donc l'Arabie Saoudite, Qatar, peut-être pas le Qatar, mais bon, Arabie Saoudite, les Émirats, et le business et tout ça, et Kumbaya. On était dans un mode comme ça. On est d'accord pour se prendre les missiles, mais à la fin, il va y avoir un « We are the world ». Et là, on se retrouve à la fin. Dans la réalité de la politique Netanyahou. Et les pays arabes autour de nous, ils sont pas cons non plus, et ils sentent le sang dans l'eau, et ils voient les requins, et ils voient qu'en fin de compte, les Iraniens, ils ont pas du tout, ils ont rien lâché, et en fin de compte, la superpower pour l'instant, c'est l'Iran. Et maintenant, on est face à un axe Iran-Turquie-Qatar, et Israël, on est dans la merde. Et c'est ça qui me fait peur à moi. C'est pas Ben Gvir et tout ça. Et ce qui me fait peur, c'est que les gens ils continuent à voter là-dessus et qu'ils s'en rendent pas compte. Ils se rendent pas compte que nos vrais ennemis, eux, ils s'en foutent que Ben Gvir ça soit un gros naze. Ils en profitent même. Tu vois ce que je veux dire ? Et que si vraiment on se donne pas, si vraiment on met pas ce gouvernement à la porte et qu'on commence pas à faire vraiment le ménage chez nous, on va se retrouver vraiment dans la merde. Et ça commence par créer vraiment des alliances avec les pays autour de nous. Parce que tout seul, Netanyahou, quand il dit, et quand ces crétins qui sont autour de lui, ils sont là à dire de toute façon, on n'a pas besoin des États-Unis. Vous êtes des malades mentaux, quoi. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous êtes juste des teubés. On a un chef du Mossad qui ne parle pas anglais. Donc évidemment que lui, il n'a pas besoin des États-Unis. Dans sa tête, il est en mode oui. Pourquoi j'aurais besoin des États-Unis ? Ouais. C'est le chef du Mossad. On a un gros problème. On n'en a pas qu'un seul, ouais. On a 2 gros problèmes, ouais. Moi, je stresse un peu quand même. Oui, je sens que tu es stressé. je sens. Qu'est-ce qui se passe ? Dis-nous tout. Parce que cette guerre, et je pense que beaucoup d'Israéliens l'ont vécu comme ça, c'est OK, on courbe les chines, on ferme notre gueule, et à la fin, on va s'en sortir. Ouais. Et il y a les Américains, et on va leur et justement il y a cette super power qui est avec nous, et on va réussir à faire tomber notre ennemi juré. Et là, on se retrouve dans une merde, mais pire qu'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... c'est un accord qui est pire. Rien qu'au niveau... Je vais donner des chiffres pour que les gens un peu se repèrent.
Donc il y a eu beaucoup de débats sur est-ce que l'accord Iran, États-Unis, Obama était un bon accord, mauvais accord. Netanyahou a fait sa carrière entière pour dire que c'était de la merde. Dans cet accord, il y avait 150 milliards qui allaient des États-Unis à l'Iran. Aujourd'hui, on est à 300 milliards. Et un autre chiffre que je trouve intéressant dans tout ce schmilblick, c'est le fait que, vous le savez sûrement, les démocrates aux États-Unis ont fait des campagnes entières contre le fait que les États-Unis investissent dans la sécurité d'Israël 3 milliards. Vous vous rendez compte? Donc, 3 milliards. Ça, ils en parlent du soir au matin. Ils en parlent, les machins. Et là, 300 milliards pour des islamistes et un régime terroriste qui sème la panique et la terreur dans tout le Moyen-Orient. Là, il n'y a pas de problème. On leur a vendu que Hormuz avait été libéré parce que, en fait, à cause de Trump, ils ont perdu Hormuz, donc ils l'ont récupéré. Ça nous est vendu comme une victoire. Mais ça a fait baisser le prix de l'essence. On a tout ce truc-là. Et je pense que au final, moi, ce qui m'intéresse, c'est les Israéliens et comment c'est vu dans la société israélienne. Et on voit que si on regarde en 2 semaines, Netanyahou a perdu 4 mandats dans des sondages qui étaient à peu près... Mais c'est ça qui me fait peur, parce que Netanyahou, moi, je le connais. Et je sais que son calcul, il est vite fait. Si c'est ou la sécurité d'Israël ou sa sécurité à lui, personnellement, politique... Bah oui, là, moi, je pense qu'il tape au Liban parce qu'il a besoin de remonter dans les sondages. Et donc, lui, il ne va pas avoir de problème à aller, pour essayer de remonter dans les sondages, à aller faire un truc au Liban, un truc de fou, et il va se faire taper sur la gueule par les Américains. Il risque de se faire lâcher par les Américains. On risque d'avoir une riposte iranienne et les Américains qui disent... Nous, on vous avait dit, ne faites pas ça. Maintenant, vous vous démerdez. Ouais. On en est là en ce moment en Israël. Et comme Netanyahou, c'est un animal blessé, qu'il est dos au mur et qu'il n'a rien d'autre que ça, et que le chef du Mossad, le chef du Shin Bet et le chef de l'armée, c'est tous des gars que lui, il a placés. Il n'y en a pas un pour lui dire non. Si demain, il décide de faire un truc rocambolesque... T'as vu le mot? Pas mal. Eh ben, ils vont le suivre. Il y en a pas un pour lui dire. Ils le font déjà, moi je pense. C'est juste que. Il y a une époque où t'aurais pu avoir un Yoav Gallant, un chef de la sécurité qui lui aurait dit ça, non, mon pote. Mais là, il y a personne. Gallant, il était ministre de la Défense. Oui. Donc aujourd'hui, on n'a même pas de ministre de la Défense. Qui s'oppose à lui. Ouais. Oh non, il y en a un, mais c'est pas. Enfin, il est pas vraiment là. Oui, je partage avec toi la gravité de la situation et l'absence de sécurité. Tout peut arriver et on est tout seul. C'est-à-dire que si demain les Iraniens décident de se remettre à taper sur Israël, il n'y a personne qui va bouger. Personne n'a bougé de toute façon. Et là, je suis sûr que les Américains, ils seraient en mode... de toute façon, on vous avait dit, genre démerdez-vous. On est vraiment dans la merde. Non, moi je pense que si on se fait attaquer, quand même, ils vont nous défendre. Mais s'il y a une bonne excuse, et je pense que Netanyahou, il n'aura pas de problème pour leur donner leur excuse. Là, ça se trouve, on va finir le podcast, on va dire, tiens, ils ont été tapés. Un je ne sais quelconque chef de la communication du Hezbollah, enfin des gars que personne connaît, tout le monde s'en branle, s'en fout. Enfin, je te sens paragoua. Je suis paragoua, mais du tout, quoi. Je stresse quand même un peu. Sérieux. Bah, je vois. Mais je pense que tu es la voix de la raison. Je pense que c'est normal de stresser. Je stressais moins pendant les missiles. Mais tu vois, c'est marrant parce que moi, j'ai pas mal de gens autour de moi qui sont vraiment, vraiment soulagés de cet accord. C'est-à-dire, ils savent que c'est de la merde, ils savent que c'est un accord qui va pas durer, ils savent. Tout ce que tu viens de démontrer, on est d'accord, je n'ai pas d'objection. Et je pense que la plupart des Israéliens le comprennent. Mais, tu vois, chez beaucoup de personnes, ça a quand même calmé le stress de ne pas savoir. Non, parce que... cet accord, en fin de compte... Oui, mais il y a un accord. Oui, mais c'est un accord dans lequel nous, on n'est pas dans l'accord. C'est un accord entre les États-Unis et l'Iran par rapport à des trucs qui... nous, on s'en fout. Le détroit d'Ormuz, je m'en fous, personnellement. Non, mais d'accord, mais c'est quand même lié à nous, pas directement. Non, les trucs qui sont liés à nous, ils ne sont pas dans l'accord. Et le truc et vraiment le truc le plus important... c'est les missiles et le Liban. Et le Liban... Non, l'uranium.
L'uranium, on ne sait pas encore. Ils se disent qu'ils vont aller le chercher. Ça m'inquiète pas, l'uranium, parce qu'ils n'ont même pas besoin, les Iraniens, d'une bombe atomique pour venir détruire Israël. Il suffit de bombarder Israël avec leurs missiles à longue portée, là, comme ils ont, et au lieu d'en envoyer... Mais ils n'ont même pas besoin de ça. Il suffit d'envoyer, au lieu d'envoyer 10 missiles par jour, d'en envoyer 200. Et puis c'est bon. On n'a pas la capacité de toutes les intercepter. Et eux, ils ont la capacité de les envoyer. Et donc voilà, quoi. Oui, mais il y a une raison pour laquelle ils ne le font pas, pour l'instant. C'est sûr que oui, on peut aller leur foutre une bombe nucléaire sur la gueule, mais bon. Non, ils le font pas. Ils nous attaquent pas avec 200 missiles par jour. Oui, mais... Parce qu'ils n'ont pas d'intérêt. Ils savent que s'ils le font, là, ils vont vraiment... il y aura une riposte. Eux, ils ont le temps et ils savent que maintenant, c'est une guerre d'usure et ils sont partis en mode, maintenant, le Hezbollah que vous croyez qui n'existait plus, eh ben on va vous les envoyer du soir au matin. Le Hamas que vous croyez qui n'existait plus renaît de ses cendres. Et en fin de compte, on se retrouve avec une Israël qui, avant le 7 octobre, allait de Kiryat Shmona à Eilat. Et bien là, tout le nord d'Israël, les gens se sont barrés. Le sud, là où il y a la bande de Gaza, les gens, ils préfèrent pas encore trop revenir. Et on se retrouve avec un plus petit Israël, plus en danger, isolé au niveau international, à part le Somaliland. D'ailleurs, j'ai rencontré comment ça s'appelle, le représentant, l'ambassadeur du Somaliland. Je te crois personnellement. Mais dans quel cadre? Alors donc, j'allais à l'hôpital parce qu'il est arrivé un truc au père de ma femme, et donc je rentre dans l'hôpital. Je sais pas si tu sais en ce moment comment c'est à Ichilov. C'est le bordel, tu passes, ils sont en train de tout refaire. Et là, je suis dans un couloir, dans un sous-sol, et en face de moi arrive l'ambassadeur et sa pamalia, comment t'as su? Et donc moi... Il avait comme Miss France une pancarte. Mais moi, je sais pas pourquoi, mais je reconnais les têtes. Et donc... Tu connais la tête de l'ambassadeur? Non, je te Je suis comme ça. Là, t'es un mytho. Je te jure. L'ambassadeur, tu connais sa tête? Écoute. Non. Je vais te dire pourquoi. Non, je vais te dire pourquoi. Non. Karine, je vais te dire pourquoi. Parce que la veille... Non, mais... Parce que la veille... Non, pas la veille. Parce que 2-3 jours avant, j'étais à I24. Oui. Ils avaient fait passer un truc sur Somaliland. Et donc, ils avaient montré... T'as triché, quoi. Non, mais je me rappelais que c'était lui. J'avais vu sa tête. Il a dû se prendre pour une star, le mec. T'es allé le voir? Et donc, moi, je vais le voir. Et je vais le voir, je lui sers déjà pour une star. On se croise comme ça, et donc il y avait toute sa pamalia et tout ça, et donc je me dis tiens, l'ambassadeur du Somaliland, je vais quand même lui dire Baruch haba, tu vois, je vais lui faire Mazal Tov et tout ça. Et donc je vais lui serrer la main. Donc déjà t'as 3 gardes du corps qui parce qu'il était avec des gardes du corps israéliens évidemment, okay. il y avait tout un groupe. Il dit c'est qui ce malade? Et moi j'y vais, je lui dis welcome to Israel, we are proud to have you. T'es devenu l'ambassadeur de Bibi, toi. Ah ouais, le gars, il ne revenait pas que je lui dis ouais, we are proud to have Somaliland in Israel et tout. Je te crois pas. Ça a dû lui faire sa journée. Genre. Ah ouais. Et les mecs de sa pamalia, ils étaient là, merci, mais ils sont venus me serrer la main et tout ça. Je tiens à vous dire que j'ai commencé, donc avant qu'on enregistre, j'ai demandé à Ronnie qu'est-ce qui t'est arrivé cette semaine, t'as des anecdotes, il m'a dit non, rien de spécial. Donc voilà, c'est quand même un vrai truc, quoi. Mais tu vois, ça m'a fait plaisir de le voir parce que je me suis dit, je pense que t'es le seul Israélien. Je vais lui dire Mazal Tov, quoi. Le seul Israélien qui est capable de le reconnaître quand même. Il y a moi déjà, mais je reconnais les visages. Est-ce que quelqu'un aux États-Nis, en France, au Sénégal aussi, qui nous écoute peut-être encore, peut nous dire pas mytho, je l'ai reconnu ou je l'ai pas reconnu? Tu l'as reconnu, mais c'est quand même dingue. Mais je te l'invente pas celle-là. Non, mais je déconne, mais évidemment, c'est trop gros pour que tu puisses inventer un truc comme ça. Mais je me dis, qui est-ce qui connaît l'ambassadeur? Voilà, tu connais son nom aussi? Non, faut pas abuser non plus. Tu lui as pas. Mais il avait le petit drapeau, tu sais. Quel drapeau du coup? Un truc avec un truc bleu, vert. Je l'ai reconnu, le gars. Franchement, bien joué. Franchement, voilà, c'est... Et donc, j'ai fait ambassadeur d'Israël, genre le gars qui dit bonjour. Ah bah là, pour le coup, oui, il faut une expertise quand même pour être capable de reconnaître le... Tu vois et donc, on a encore eux. Et donc, faut les choisir. Mais peut-être que tu aurais dû lui dire, je suis prêt à être le premier touriste israélien, faites-moi visiter votre pays. Ah, si je lui avais demandé, je suis sûr que j'aurais pu être ambassadeur d'Israël au Somaliland. Parce que le gars, il était, putain, sympa quand même. Il était en mode, waouh. Et les chomrim, les gardes du corps, au début, ils étaient en mode wow, vous approchez pas. Et puis après, ils étaient vas-y,
Genre en mode, on va le faire kiffer, tu vois. Vas-y, discute. Et donc, j'imagine qu'il l'avait emmené là pour lui montrer, l'hôpital et tout ça. Au top de la technologie israélienne. Et des partenariats avec le Somaliland. Voilà. Bah, tu vois, on cherchait des rubriques. On a le Somaliland, on a l'Ouganda, on a peut-être perdu la France et l'Espagne. Et le reste du monde. Et l'Irlande et l'Angleterre. Et... On va se retrouver avec l'Allemagne et le Somaliland, quoi. Bon. Le Japon, qu'est-ce qu'ils ont, on n'a plus personne. Non, je crois qu'on n'a vraiment plus personne. Bon. Sur ce, la politique israélienne. Du coup, on vous fait un petit débrief de... effectivement, donc Ronnie, tu me demandais qui va être le prochain Premier ministre. Ouais. Alors, on vous fait un petit débrief parce que en vrai, d'ailleurs, c'est pas plus mal qu'on fasse notre épisode aujourd'hui. Comme ça, on a vraiment ce sondage qui vient de sortir ce matin et qui est assez fou. Pour ceux qui donc, suivent un peu, on ne partage pas toutes les semaines les sondages parce qu'en fait, c'est un peu toujours la même chose. Et là, pour le coup, c'est vraiment différent. Pourquoi ? Donc, comme je disais, depuis 2 semaines, Netanyahou est en dégringolade à cause de ces électeurs qui voient bien qu'on a perdu la guerre avec l'Iran, qu'on ne fait pas partie des accords de paix, qu'on ne fait même pas partie des négociations. Je sais pas si c'est celui-là, mais on va en parler, on va faire référence. Oui, c'est celui-là aussi. Et donc, on se retrouve en fait avec, pour la première... Dans ce sondage, il y a plein de... C'est la première fois que. Donc, on va faire le petit jeu de c'est la première fois que. Donc, c'est la première fois que Netanyahou est à égalité avec Eisenkot, donc avec n'importe quel autre parti qui, qui s'oppose à lui. Donc, ça, c'est vraiment du jamais vu, je pense, depuis des années. Depuis Avram Mitzna. Depuis pas mal de temps, quand même. J'arrive jusque-là. Pour la première fois, donc là, dans ce sondage, donc on a 3 sondages. Je vous disais la chaîne publique, la chaîne 11, et 2 chaînes privées, donc 12, 13. Et après, on a la chaîne 14, mais je ne parlerai pas de leurs résultats complètement absurdes. Et en fait, on est dans la même tendance. Après, évidemment, il y a des différences d'un mandat par-ci, d'un mandat par-là. Mais ce qu'il faut voir, c'est que peu importe, c'est la première fois que Netanyahou a un rival qui vraiment montre qu'il est capable de le remplacer, pas seulement grâce à une coalition, mais parce que même numériquement, il le dépasse, ou il va le dépasser. Deuxième, c'est la première fois que Eisenkot... On en parle d'Eisenkot ? On va en parler. Ouais. Je fais un brief sondage et après, on débriefe. C'est la première fois que Eisenkot dépasse le parti Beyachad de Bennett-Lapid. Dans certains sondages, c'est de 1 mandat. Il y a des sondages où c'est 3 sièges de différence. Donc, c'est vraiment... Sur ces dernières semaines, vraiment, on le voit, une augmentation nette et une baisse aussi nette donc on voit des sondages qui passent du Likoud jusqu'à Eisenkot. On voit le parti de Bennett qui diminue et on voit donc Lieberman et Golan, Israël Beitenu et Ademokratim qui restent stables avec une base de 10. Il y en a des fois où c'est à 9, mais c'est extrêmement stable. Je vous informe au passage, de par mon travail et mon investissement personnel, que nous avons 75 000 membres au Parti des démocrates. C'est le plus gros parti démocratique en Israël, mais c'est surtout du jamais vu, 75 000 membres dans un parti. Pour vous donner pour ceux qui connaissent un peu ça, des partis qui encartent les gens, en pourcentage, 75 000 personnes pour la gauche, c'est l'équivalent du début de la campagne d'Obama. Quand il a gagné la première fois. C'est des chiffres énormes. C'est-à-dire un mandat, dites-vous qu'un mandat en Israël, c'est entre 35 et 40 000 personnes. Là, on a 75 000 membres dans un parti de gauche. C'est vraiment... évidemment, je ne suis pas très... mon cœur est dans l'affaire, donc voilà, je le dis de façon honnête. Mais c'est vraiment impressionnant. Il n'y a jamais eu ça dans le passé. Et donc, ils ont une base très stable. Pareil pour Lieberman. Base très stable autour de 10 mandats. Et puis, on voit une baisse significative chez les ultra-orthodoxes. Ce n'est pas une erreur. Souvent, on dit qu'on ne sait pas faire bien les sondages chez les ultra-orthodoxes. Ce n'est pas vraiment le cas. On voit qu'il y a vraiment une énorme déception. 7 et 8 7 et 8 ou 7 et 9. C'est toujours pareil. Hein. Ouais, mais en général, dans les sondages, c'est comme ça. Et après, quand on va aux urnes, ils sont à 10. Là, d'après ce qu'on voit, vraiment, dans les sondages même internes que moi, je vois, il y a vraiment une tendance très intéressante des jeunes ultra-orthodoxes qui sont déçus parce qu'ils ne veulent pas aller à l'armée, quand même, il ne faut pas déconner. Pour ceux qui nous écoutent, il
y a le sondage là sur l'écran. Voilà, pour ceux qui veulent le voir. voir, Pour ceux qui pour veulent voir les voir. chiffres. Mais bon, les chiffres, les noms sont en hébreu. Et voilà, et on a donc les partis arabes aussi. Il y a une annonce par rapport à ça, donc il y aura sûrement pas, c'est presque définitif, de listes jointes de tous les partis arabes, des 4 partis arabes. Il y aura 3 partis arabes, Hadash, Tal et Balad, qui vont s'unir pour être ensemble, et le parti de Mansour Abbas qui va a priori faire bande à part, et donc Et qui va réussir à passer le seuil de requis, tu crois? pour l'instant, oui. 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 Pour l'instant, il est à 4 ou 5 et il n'est pas en danger. Et puis, on a d'autres partis qui ne dépassent pas forcément. Mais ce qui est très intéressant, Est-ce qu'il y a des juifs qui votent pour le parti arabe? Oui, pour le parti Hadash, oui. Hadash. Parce Ouais, que Hadash, c'est c'est le aussi parti les communistes. Oui, il y a des juifs aussi. Il y a une autre actualité, mais on va peut-être pas en parler maintenant, on va se focaliser sur Eisenkot et tout, mais il y a le mouvement Omdim Beyachad Standing Together qui a annoncé cette semaine qui crée un nouveau parti, Ouais, j'ai entendu. arabe, juif, arabe. Ça crée une énorme... en gros, je pense que ça fait pas du tout les titres, ça intéresse pas grand monde. Je pense que Netanyahou est très content de voir que la gauche, encore une fois, fait ce que la gauche sait faire en mieux en Israël, c'est de se diviser De perdre des voix. et de perdre des voix. En allant voter pour des trucs qui passeront pas le seuil de Alors, Omdim minimum Beyachad, requis. on dit, nous, on se présente comme une alternative du juif et arabe, avec une femme en tête de liste, une femme arabe. Moi, je trouve ça très bizarre. Il y a 3 femmes arabes et 3 hommes juifs. Moi, perso, ça me met un peu à cran de voir 3 hommes juifs. Je vois pas pourquoi on n'a pas mis des femmes et des hommes des deux côtés. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est une belle alternative dans le sens où c'est une belle proposition de valeur. Parce que, comme dit Meherad, je pense que c'est un parti qui propose vraiment un partenariat juif et arabe dans la société, grassroots qui vient de... Mais après les dernières élections où le fait que la gauche, le Meretz et Avoda aient été séparés, ne soient pas présentés ensemble et que le Meretz n'est pas passé et que c'est une des raisons principales Qu'on a perdu les qu'on élections. a perdu les élections et qu'on a à 3000 votes près À 3000 et votes que près. proportionnellement l'extrême droite a donc pris un poids énorme et qu'on en est là où on en est aujourd'hui. Cette proposition, déjà, je dois le dire dans la société, parce que je sais qu'en France, c'est un truc Standing Together qu'on connaît, les gens aiment ça beaucoup et tout, parce que c'est des belles valeurs. Au final, c'est pas du tout représentatif dans la société israélienne. Et là, c'est très, je pense, très mal reçu. Dans la société arabe, je me suis renseignée un peu, ils en ont un peu, enfin, ça change pas grand-chose par rapport à ça. On leur souhaite de peut-être avoir un potentiel de vote dans la société arabe. Pourquoi ils ne s'allient pas directement ou à Je pense que c'est ça leur but. Et donc, ils ont dit, je termine là-dessus, ils ont vraiment dit qu'ils s'engageaient à ce qu'au moment des élections, de voir si oui ou non ils se présentent. Moi, je trouve que c'est quand même un peu étrange de faire cette démarche en disant on fait ça pour proposer une alternative, mais on sait d'avance qu'on va faire perdre des votes et qu'on va faire perdre les élections à notre camp. Donc, en fait, on n'ira pas jusqu'au bout. En tout cas, c'est la stratégie. C'est ce qui a été annoncé. Moi, je ne peux pas le saquer. Ça, c'est une autre... Alon Lee Green. Après, oui, c'est pas forcément la cup of tea de tout le monde. Il y en a. Moi, j'ai des dossiers. J'ai des dossiers avec des noms. Et il y en a. T'es comme Bibi ? Ouais. Et il y en a, je me rappelle des trucs qu'ils ont fait. Et lui, par exemple, comme d'autres. Je te demande de peser tes mots avant de partager ce que tu vas partager. Et lui, par exemple, pendant le Covid, c'était... Je savais que ça allait sur le Covid. Pendant le Covid, c'était une ordure. Franchement, il a posté des trucs, mais waouh! Et il y en a beaucoup qui étaient dans ce mode-là. Mais lui, c'était du lourd, quoi. Et donc, c'était vraiment genre arrêter les gens, tous ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner. C'était, tu vois, le mode très lourd. Et là, genre, we are the world, we are together, tout d'un coup, on est tous ensemble. Oui, après, ils ont fait des trucs qui sont très appréciés à l'étranger, beaucoup plus qu'en Israël, quoi. Mais j'ai beaucoup de mal à ce que tu peux être en mode pour les droits de l'homme et tout ça, mais il y a des moments où tu peux être genre le pire facho qui existe. Et j'ai du mal à apprécier le personnage. Légitime. Je pense qu'il y a beaucoup de... Je dis rien. Oh, c'est dit. Il y en a un aussi dans ton groupe, même genre, je dirais pas son nom, parce que j'ai pas envie de t'énerver. C'est mieux de pas m'énerver. Pas le chef. Pas le chef. Mais il a une kippa. Je dis ça, je dis rien. Bon, écoutez, alors là, on va pas commencer. Vous voyez qu'il y a des moments dans les épisodes où Ronnie essaye de parler du Covid. Non, alors moi, je refuse. Je refuse. Je connais le phénomène, donc je refuse. Voilà, ça a été fait, ça a été dit. Je ne réagis pas. On a dit ce qu'on avait à dire.
Chacun dit nous ce qu'il a à dire. nous sommes démocrates ici. Exactement. Voilà, les choses ont été dites. Vous prenez ça et vous en faites ce que vous voulez. Eisenkot. Eisenkot. Le problème avec Eisenkot, que moi j'ai avec Eisenkot, pendant le Covid, je ne sais pas ce qu'il a fait. Déjà, moi, ma référence est Covid. Combien de vaccins tu t'as? Non, Eisenkot, je pense que, comme beaucoup d'Israéliens, tout le monde l'aime. Enfin, beaucoup d'Israéliens l'aiment parce que c'est vraiment l'Israélien à l'ancienne. C'est le gars qui a grandi à Eilat, ce que les gens ils savent pas. Il est né à Eilat et il a grandi à Eilat. Donc vraiment dans la profonde périphérie. Oui, de loin. C'est pas la bourgeoisie israélienne, c'est pas Netanyahou qui a grandi vraiment dans les villas et avec les études voilà. payées aux États-Unis. Aux États-Unis, pas du tout ça. Et puis il s'est engagé à 18 ans dans un régiment qui à l'époque était les régiments vraiment des bouseux, donc les Golani. Et il a fait tout. Il a monté les échelons de l'armée dans cette unité. Ce qui est très rare de devenir chef de Tsahal en arrivant de cette unité. Puisque généralement, c'est ou les Tzanchanim, donc les parachutistes, bérets rouges, tout ça, beaucoup plus... qui sont censés... élite. Plus élite et tout ça, ou des unités d'élite, ou voir l'armée de l'air. Mais d'avoir... Un patron de Tsahal qui arrive de Golani, c'était du jamais vu. Et donc, lui, il a réussi, et c'est le gars qui représente le peuple. Et donc, les Israéliens l'adorent. Et je trouve que tu exagères un peu. Non, personnellement, quand tu parles... C'est pas la superstar, c'est pas comme quand Gantz, il s'était présenté où il y avait l'excitation. Gantz, il était plus en mode élite. Alors que lui, il arrive à rallier, ouais, les périphéries. Il n'est pas hyper charismatique. En fait, les gens lui font confiance, mais il dit pas grand-chose. Une fois qu'il va Attends, commence à dire. J'ai pas encore fait ma. Vas-y. Je te dis juste je te dis juste les points positifs. Le fait est que pendant cette guerre, il a perdu son fils et son neveu et 2 de ses neveux. Donc voilà quoi. C'est au le gars combat à Gaza. C'est le gars qui a fait les sacrifices. Et donc, les Israéliens, ils l'aiment aussi pour ça. Le problème, avec les gens comme moi, par exemple, ça étant dit, le problème, c'est que politiquement, on ne sait pas sur quel pied il est. On ne sait pas si ça va être le gars qui va qu'il est en politique depuis déjà pas mal d'années. Qui va faire comme Gantz et qui, au dernier moment, il va être le kingmaker, ce qu'on appelle les kingmakers en Israël. C'est-à-dire qu'il va donner ses voix à Netanyahou et qui va s'allier à lui en lui disant je vais être ton ministre de la Défense. Moi je pense pas. Et c'est ça qui me fait peur. Je pense parce qu'on ne sait pas parce qu'il l'a pas encore dit. Moi j'attends qu'ils disent je ne m'assierai pas, je ne m'assoirai pas avec Netanyahou. Oui mais toi t'es pas la cible. Moi en tant que conseillère politique, si j'étais sa conseillère politique, je lui dirais de continuer à faire ça. Parce que son but à lui, et c'est très important et je trouve qu'il le comprend bien, son but à lui, c'est d'amener les déçus du Likoud, c'est d'amener les mecs de droite qui ne votent plus, c'est d'amener les mecs qui sont plutôt conservateurs, pas forcément religieux, mais traditionnalistes, qui, dans leur famille, on a toujours voté Likoud, on a toujours voté à droite, mais qui sont horrifiés par la politique de Netanyahou, la politique de Ben Gvir, le manque d'investissement dans la périphérie. Et en fait, ces mecs-là, ils ne veulent pas entendre que Netanyahou, on ne se mettra jamais avec lui. Ils veulent pas entendre ça. Parce que malgré tout, dans leur identité politique, ils veulent pas un cut complet avec Netanyahou. Et donc, je pense que c'est plutôt intelligent de la part de Eisenkot, et je pense pas que ce soit lui qui, étant donné que c'est pas un très bon politicien. Je pense que la preuve, de toute façon, c'est qu'il a quand même... il a 21 Oui, mais c'est pas grâce à lui. C'est pas grâce à lui. Clairement... Comment ça, pas grâce à... C'est grâce à lui Non, c'est grâce à ses conseillers. Oui. Oui. Ah oui, ok. C'est pas, il y a des mecs, tu vois, Netanyahou, c'est un requin, c'est un homme politique très avisé, il sait exactement comment manœuvrer. Ben Gvir aussi, évidemment, qui sont entourés de mecs brillants et qui savent. De toute façon, on voit là la campagne du Likoud, ils parlent d'Eisenkot, ils disent la gauche. Oui. Ce qui est génial, c'est qu'ils parlent d'Eisenkot, ils parlent de Bennett, ils parlent de Lieberman et ils disent la gauche à chaque fois. Ouais. Alors que Lieberman, c'est l'extrême droite. Oui, bien sûr. Bennett, c'est l'extrême droite. Eisenkot, on ne sait pas. Enfin, Bennett et Lieberman, c'est droite, quoi. Ouais. Ils habitent tous les deux. Enfin, ils habitaient tous les deux
dans les colonies. Et alors, si je te pose la question, donc on voit qu'il y a... Et Netanyahou, il est dit, dans ses discours, c'est la gauche. Oui, bah c'est pas... C'est incroyable, mais ça marche, je sais pas. Tout ce qui est contre Netanyahou, c'est la gauche. Mais moi, c'est pour ça que je te dis, la gauche, ça a plus de... Quand toi et moi, on se parle, on sait de quoi on parle. Quand on parle avec des Français, on sait ce que c'est la gauche, parce qu'on parle d'idéologie, de valeurs. La gauche israélienne. Non, même en France, tu vois ce que je veux dire. Oui, qui n'a aucun rapport avec la gauche française. Qui n'a rien à voir, mais je veux dire, il y a encore, pour des gens de gauche, on sait de quoi on parle. Pour des gens qui se définissent pas de gauche en Israël, qui sont des Israéliens, très souvent, ils ont peur d'utiliser le mot gauche parce que c'est utilisé... Comme un gros mot. Ouais. C'est péjoratif. C'est péjoratif, c'est utilisé à des fins politiques de Netanyahou. Donc tu veux dire... Enfin, je comprends qu'aujourd'hui, et c'est malheureux, tu vois, mais je trouve que le mot gauche en Israël, il a... Au-delà de nos cercles où nous, on sait ce que c'était, tu vois, et je pense que même les jeunes, ils savent pas. Tu leur dis, moi, je rigolais, il y avait une question dans les questions du Haaretz, tu sais, les week-ends. Ouais. Dans les Srim Sheilot, il y avait une question sur... quel était le deuxième parti en je sais pas combien après le Mapai, tu vois. Et moi je dis à mon mec Mapam. Il me dit t'es sûr, c'était peut-être Hérout et tout. Je dis non, c'était Mapai. Ensuite Mapam. Il me dit il est israélien de gauche. Ouais. Il me dit non mais t'es sûr et tout. Et je dis non, en fait t'es tellement ancré dans la réalité d'aujourd'hui de Netanyahou, de la droite, de machin et tout. En fait avant les années 70, avant 77, la gauche était au pouvoir et il y avait une vraie différence, une vraie... Enfin, moi, j'ai grandi à la Chomère. Si la Chomère, c'était Mapam, le Dror, c'était Mapai, et Chas Vechalila, que tu me dises que j'ai un lien avec le ruban, avec le truc rouge. Donc, il y avait une vraie... Et je pense que c'était pareil en France, entre le Parti Socialiste et le Parti Communiste, il y avait des vraies différences idéologiques, pratiques, de personnalité, de trucs. Et aujourd'hui... La gauche, c'est tout ce qui sont contre Netanyahou. C'est pas une question d'idéologie, c'est pas une question de politique, c'est pas une question de valeur, c'est pas une question. C'est juste une question de. Netanyahou a compris que les Israéliens étaient de droite, que quand ils veulent de la sécurité, ils pensent que la droite amène la sécurité. Donc moi, je suis le seul à pouvoir amener de la sécurité. Donc moi, je suis la droite. Le reste, c'est la gauche. Mais ce qui est incroyable, c'est que depuis. Oui, on est d'accord que c'est son discours et tout ça. Mais ce qui est incroyable, c'est que ça marche parce que dans les faits, c'est pas du tout ça. Bien sûr que c'est pas ça. Quand tu regardes sur le terrain, vous êtes rien, vous n'êtes pas la droite. Il n'y a rien de droite chez Netanyahou. Et puis, à la rigueur, tu peux dire que certains de ses partenaires, comme Ben Gvir et Smotrich, oui, c'est l'extrême droite, mais les religieux, c'est pas du tout la droite. C'est qui les religieux ? Ah, les ultra-orthodoxes ? Oui, ils sont pas Bien à droite. Sûr que non. Ils ont fait partie du gouvernement de... Alors attends, dans le sondage là, qu'on a montré tout à l'heure, il y a quand même un truc intéressant que pour la première fois, si on fait l'opposition entre le bloc Netanyahou et le bloc anti-Netanyahou, c'est la première fois qu'on est à 71 avec les Arabes. Et les Arabes sont à 10 sièges. Donc si on retire les Arabes, il y a une coalition pour la première fois avec 61 contre Netanyahou, avec donc la possibilité de former une coalition pour la première fois avec seulement les partis sionistes, qui est l'engagement de Bennett, Eisenkot et compagnie. Et donc là, je pense que Netanyahou, il est un peu en panique. Parce que c'est des chiffres, 71, c'est du jamais vu, en fait. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas ce qu'il va faire. Et c'est ça qui fait peur. Parce que quand il est en panique, oui. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a une guerre. Il y a la guerre. C'est toujours comme ça. Ouais. Ça a toujours été comme ça. Il a essayé de lancer un truc à Gaza et les États-Unis ont refusé. Non, c'est vraiment... Peut-être qu'il fallait en arriver là. Il fallait en arriver à ce qui va être intéressant, c'est que Trump... ferme ta gueule. Ce qui va être intéressant, c'est de voir effectivement est-ce que Eisenkot va continuer à monter, est-ce que Netanyahou va continuer à descendre. Ça fait déjà plusieurs semaines que sur Polymarket, il y a une chute libre de Netanyahou et que Bennett et maintenant Eisenkot le dépassent totalement. On voit vraiment une courbe... Est-ce qu'ils vont monter au filet ? Ça veut dire quoi ? C'est une référence de tennis. Non, mais... Tu connais pas ? Alors, monsieur n'aime pas le foot, qui est quand même le truc le plus normalisé dans le monde entier, que tu sois au Laos, au Ghana ou à Paris. Mais alors, il faut que j'ai des références de tennis, quoi. Roland Garros. Le tennis, c'est français quand même, le tennis, non ? Oui, tu regardais pas le tennis quand monter au filet, c'est genre quand... Je me souviens des chaleurs dans l'été avec Roland Garros. C'est quand tu vois que l'autre, tu vas réussir à l'achever, donc tu t'approches du filet et tu smatches, voilà. Okay. Tu montes au filet.
Je sais pas pourquoi. Et comment on dit revenu. ça dans le monde du basket? Et parce qu'il faut aller leur... Putain, le basket, m'en parle pas. M'en parle pas du basket. C'est grosse, horrible ce qui s'est passé avec New York et San Antonio. On en parlera à la fin si tu veux. Mais la question c'est, gros suspense, là. est-ce que là que Netanyahou est en train de s'écrouler dans les sondages, est-ce que c'est incroyable, c'est du jamais vu. Est-ce que Bennett, est-ce qu'ils vont avoir l'intelligence politique d'aller l'achever? Alors, Ou est-ce qu'ils vont nous refaire comme la dernière fois? Non, la question c'est quoi l'achever? Parce que là, les rumeurs, il y a plusieurs rumeurs. Attendez, C'est maintenant d'y je vous aller, fais les rumeurs. Là, vous avez eu les sondages. Maintenant, je vous fais les rumeurs. C'est de faire une alliance, c'est d'aller voir les Américains en mode, de toute façon, c'est nous qui allons le remplacer. Commencer à discuter avec nous. C'est franchement de le remplacer. Mais ils peuvent pas faire ça vu qu'ils savent même pas qui de Eisenkot et C'est- Bennett va être Premier Ouais, ministre. mais ils peuvent jouer l'opposition. Ils peuvent jouer la carte de le chef de l'opposition maintenant va aux États-Unis, parle. Enfin, tu vois vraiment prendre les rênes. Est-ce qu'on va voir un leader naître ou est-ce qu'ils vont rester de toute façon en Je suis pas mode? sûre que ce soit la meilleure stratégie. C'est quoi je comprends pas cette stratégie de rien dire. Bah Par si, exemple, c'est la meilleure. un Lapide pour moi, c'est un gars qui, je sais pas qui, casse-toi, qui t'es. Non, mais sérieusement quoi. Ah, c'est pas moi à qui la vais contredire. Non, mais tu vois, un Yair Golan, bon, tu vois le mec, tu vois ce qu'il dit, il est sur le terrain, le 7 octobre, Oui, le gars, il il prend un préfère- fusil, il y va. Enfin, tu vois, il y a des gars qui sont en politique depuis 20 ans, Lapide, mais t'es qui? T'es un catalogue Alors j'ai d'Ikea. vu sur Bennett, comme quoi, donc le 7 octobre, il a commencé à organiser Ouais, je sais pas il quoi. avait fait un truc, il était descendu. Mais alors, non, alors tu sais Et pourquoi? il a dit qu'il l'avait pas laissé. Ouais, t'as ouais. vu ça? Ils ont pas voulu. Alors qu'il était ancien Premier ministre et qu'il avait donc un garde du corps et que quand il a voulu prendre une arme et aller se battre Non. sur le terrain, son garde du corps l'en a empêché. Naftali, non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, tu risques de mourir quand tous les autres Israéliens ils sont allés mourir et ils sont au combat. Toi, Non, protège-toi. Naftali, non. Tu es Moi, tellement l'espoir d'Israël. Ne va surtout pas combattre le Hamas. Tu peux pas reprendre on peut quand même pas lui prendre ses Non, faits non. de guerre à Naftali Bennett. Et tu te rappelles qu'il avait dit moi j'ai tué plein d'Arabes. Tu te rappelles qu'il avait dit ça? Il avait aussi dit que les Palestiniens c'était des singes. Ah putain. C'est très dur de voir ce gars-là et de se dire ça va être le prochain Premier ministre israélien. Voilà, donc la question c'est est-ce que ce sera lui ou est-ce que ce sera Eisenkot. Et donc les rumeurs, ah oui, je commençais à dire les rumeurs. La rumeur, donc, c'est que les députés de Lapide, qui sont donc fait l'union avec Bennett, sont en train de gueuler en disant les gars, on est encore... Donc, l'union avec Bennett a eu lieu, Lapide-Bennett, quand Lapide était autour de 4, 5, 6, 7 mandats. Donc, il était en chute libre. Ils se sont dit, allez, on va faire une union. Bennett était en hausse. Ils se sont dit, on va aller miser sur le cheval gagnant. Ils sont allés faire leur union ensemble. Et maintenant, les députés qui sont super d'ailleurs, il faut le dire, les députés de Yesh Atid, donc de Lapide, sont en train de dire arrêtez de faire votre connerie. Nous, on n'a rien à faire de Bennett. On n'est pas venu pour Bennett. Il faut faire une union avec Eisenkot. Sauf que Eisenkot, pour l'instant, il n'a pas l'air très chaud. C'est-à-dire, Bennett, il dit qu'il est prêt à être Miss Part-Time, à être numéro 2 et tout, mais il n'avance rien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il fait évidemment, rien en œuvre. Ils vont faire tous leurs courses. Et donc, ça va être intéressant de voir parce que moi, je commence à entendre des gens. Donc, quand il y a eu l'augmentation de Bennett dans les sondages, il y a pas mal de gens qui ont dit c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Il faut pas qu'il soit Premier ministre. Et maintenant qu'il y a une augmentation d'Eisenkot, il y a des gens qui disent tu sais quoi, en fait, finalement, Eisenkot, c'est un homme politique pourri, ce qui est un peu vrai. C'était un député pourri, on sait pas, il n'a pas passé une loi, il a reçu son salaire, on ne sait pas ce qu'il a fait. Il s'est mis lui aussi comme Gantz avec Netanyahou plusieurs fois. Donc en fait, est-ce que c'était à cause de Gantz ou est-ce que lui aussi, il a donné son accord, tu vois? Donc ils sont en train de dire au final, peut-être que, des gens de gauche, peut-être que Bennett, c'est peut-être pas si mal, parce qu'au moins Bennett, on sait que c'est un bonhomme politique, donc il comprend les compromis, les avantages politiques, il comprend, etc. Et il a déjà été Premier ministre. Les Israéliens votent pour des crétins. Peut-être qu'on le mérite en fin de Non, compte. mais tu vois, même Eisenkot, c'est-à-dire moi j'ai peur de ce truc que les Israéliens ont, ils ont besoin d'un sauveur. Ils ont besoin d'un chef. Ils ont besoin d'un sauveur. Ils ont besoin de croire que ça va un papa. quelqu'un va nous sauver de Netanyahou. Voilà. Et il faut que ça soit quelqu'un qui ait fait l'armée, qui ait des références militaires. Donc si c'est un ancien chef de Tsahal, c'est le meilleur. Ouais. Donc ça, c'était le point politique.
Et donc maintenant, nous avons 2 points qui ne vont pas du tout ensemble, mais qui sont très intéressants, qui sont et la Gay Pride et les Bédouins. la folie d'Israël. Les Bédouins gays. Il y en a. Alors, petit point Gay Pride. Vas-y. Donc, on est dans le mois des fiertés, un mois, donc c'est très intéressant. Vous avez sûrement vu pas mal de trucs passer. Ouais, Israël, c'est du pinkwashing parce que quand on fait ce qu'on fait aux Palestiniens et qu'après. Comment on peut se permettre de vouloir des droits pour les LGBT. Je pense que le gouvernement israélien, effectivement, utilise ça à son avantage on est la seule Pride du Moyen-Orient, etc. Mais ouais, ils ont même un député qui est là vraiment que pour ça, quoi. Ohana, ouais, le chef de la Knesset. Il est là pour ça, quoi. Pour faire un... Et ce que j'adore avec les gens du Likoud, quand les militants du Likoud, ils vont aller faire chier les gens de gauche, généralement, l'insulte première, c'est ils peuvent pas attaquer les homosexuels. On est d'accord. Oui, je ne sais pas où tu veux en venir. Bah, je veux en venir que ces gars-là, ils ont un des plus hauts députés de leur gouvernement est homosexuel. Et donc... Ouais, mais je pense qu'il y a une différence entre les militants que tu vois et qui font du bordel. D'après des sondages de droite comme de gauche, électeurs du Likoud et tout, il y a une grande majorité des Israéliens qui sont pour le mariage, pour les droits égaux. Après, ils sont pas pour le mariage civil. Donc, quand tu vois généralement les militants dans la rue qui oui, vont mais et bon, tout c'est ça, toujours les plus extrémistes que tu vois. Oui, mais quand tu vois des militants, il est chelou de quand tu vois des militants de gauche, tu les entends pas traiter les gens de. Oui, parce que c'est des partis. Est-ce que les Français ils savent quand tu te fais traiter en Israël, un des pires c'est coccinelle. Ils le savent ça? C'est pas drôle. Dans des trucs, toi. Mais vas-y, explique-nous, Ronnie, je te laisse te noyer dans ton truc, là. Vas-y, je te laisse. Explique-nous ce que c'est, coccinelle. Je trouve que c'est drôle comme référence qu'ils se servent d'un mot français. Mais c'était pour les trans à la base. Oui, en Israël, c'est devenu le gros mot quoi, dans la bouche des gens qui peuvent pas saquer les homosexuels. Ils les traitent de coccinelle. Voilà. Et avec l'accent hébreu, ça fait coccinelle. Voilà, donc nous sommes Vincent sur des rubriques insultes en hébreu. Voilà. Mais il faut qu'ils sachent, les gens. On est là pour expliquer. Voilà, si vous entendez en Israël pendant votre passage ce mot-là, ne pensez pas qu'on vous parle d'une vraie coccinelle. Voilà. Ce n'est pas le cas. Non, c'est pas en référence. Et c'est clairement quelqu'un avec qui il faut arrêter de parler. Oui. Si, voilà. Donc, le mois des fiertés en Israël avec, donc, comme on le disait, un grand défilé, mais malheureusement cette année à Tel Aviv, sans touristes, il faut le dire. Moi, j'y vais pratiquement chaque année. Il y a eu moins d'atterrissage à Ben Gurion. Ouais, il y a eu donc vraiment, le pays a été beaucoup. Il y a eu quand même des touristes. Moi, je voyais, il y avait des gens avec des drapeaux de plusieurs pays et tout. Beaucoup, mais c'était pas les masses de touristes. En général, c'est toujours en plus quand il commence à faire beau en Israël, il fait pas beau en Europe et les gens viennent. La Gay Pride de Tel Aviv, c'est une des plus grandes d'Europe. Faut le dire. Ouais, c'est une des Gay Pride les plus grandes d'Europe. Ouais, là il y avait plusieurs, je pense qu'il y avait environ 20 000 personnes, c'était vraiment impressionnant. Et puis il y a eu à Jérusalem, il y a eu hier à Beersheva, et on continue la semaine prochaine avec Haïfa. Tu veux une anecdote? Comme là il y a le mondial. Ouais. Et on est le mois de la Gay Pride, mois de la communauté gay, et ben pendant le mondial, il va y avoir un match qui va se disputer à Seattle, qui fait partie de la Coupe du Monde, et qui est un match qui est organisé pour la communauté gay. Donc c'est un match amical, et donc on a tiré les équipes au sort qui vont représenter la communauté gay à ce match gay qui va être joué à Seattle. Je te demande le nom des pays des deux équipes qui ont été tirées au sort pour représenter la communauté gay internationale LGBTQ+. Vas-y, dis 2 pays qui vont jouer ce match. L'Iran et le Qatar. Pas loin. Attends. L'Iran, t'en as déjà un. L'Iran, je te crois pas. L'Iran non, je te crois pas. Et l'Égypte. Mais non. C'est énorme. C'est du lourd. Mais je comprends pas. C'est excellent. Déjà, je comprends pas le concept de tirer au sort des pays pour des gays. J'ai pas compris le concept. Souvent, pendant la Coupe du Monde, je sais pas qui était le project manager, mais c'est chelou. Il y a des jeux amicaux qui se font pour des trucs, genre pour les enfants, pour les trucs. Et donc, comme c'est le mois de la communauté, et ben ils ont dit on va faire un. Et puis aux États-Unis, Seattle et tout ça, on va faire un match Gay Pride. Non, mais c'est n'importe quoi. Et ils ont tiré au sort Iran et Égypte, 2 pays dans lesquels c'est formellement interdit par la loi d'être homosexuel. En Iran, t'es pendu. En Égypte, je sais pas, mais c'est le moins quand même. Et info réelle. Info réelle. Et donc, attends, je reviens sur la Gay Pride parce que je trouve qu'il y a un point intéressant, ce qui est vendredi prochain. Donc, pour ceux qui nous écoutent en Israël,
vous êtes invités à aller, il y a quelque chose qui se passe chaque année à Mitzpe Ramon, donc dans le centre du désert. Et à Mitzpe Ramon, en fait, c'est chaque année vraiment un défilé hyper important parce qu'il y a un combat culturel autour de cette ville. Donc, c'est une petite ville dans le désert. Et il y a toujours eu... c'était une ville toujours libérale. Et depuis des années, il y a des ultra-orthodoxes qui viennent et qui essayent de vraiment s'approprier cette ville en achetant et en louant et en changeant petit à petit, en fait, Je mets la carte pour ceux qui veulent voir où super. c'est. Je mets la carte. Et qui font tout, en fait, pour changer la majorité, le sentiment culturel de cette ville pour vraiment, en fait, faire un peu comme une sorte de colonisation idéologique. Et en fait, il y a eu aux dernières élections municipales, donc il y a chaque année vraiment des moments de presque de violence ou des graffitis ou vraiment des ultra-orthodoxes qui, en fait, en amont de cette marche des fiertés, font tout pour qu'elle soit annulée ou pour qu'elle n'ait pas lieu ou pour qu'elle ait lieu mais vraiment excentrée, qu'elle passe pas dans la ville, etc. Et en fait, cette année, c'est assez calme. Parce que, tu sais, à chaque fois, on voit dans la presse, dans les infos, qu'est-ce qui s'est passé à Mitzpe Ramon et tout. Et en fait, la raison pour laquelle c'est assez calme, ça devrait tous nous inquiéter. C'est parce qu'en fait, le Likoud a été élu à la mairie de Mitzpe Ramon. Et donc, en fait, maintenant, ils n'ont plus besoin d'être en critique, en fait, de la mitzad, du défilé, parce qu'ils sont en train de créer un quartier entier qui va faire donc la moitié de la ville. Donc en fait, ils créent une nouvelle ville qui est en fait Mitzpe Ramon, donc c'est vraiment le désert. Les gens ont des petites villas avec un petit jardin, ils fument leurs joints, leurs machins. Enfin, c'est vraiment peace and love et compagnie. Ouais. Et en fait, là, ils sont en train de construire une autre ville dans Mitzpe Ramon avec des immeubles donc, qui ont pour but de faire venir des familles d'ultra-orthodoxes et donc de changer complètement la démographie de la ville et l'esprit de la ville. Et c'est pour ça que donc, jeudi prochain, Mitzpe Ramon organise un grand défilé des fiertés, mais bien au-delà de ça, une sorte de défilé du libéralisme et de la démocratie, avec vraiment une fête pour les enfants, du houmous, des cafés, des sandwichs, des trucs. Donc moi, j'y serai. Vous êtes les bienvenus à venir marcher pour soutenir les habitants de la ville qui se sentent vraiment complètement abandonnés. Et étant donné que, comme vous le voyez sur la carte, vous l'avez vu, c'est très loin, Mitzpe Ramon. Mais c'est la technique du Likoud. C'est la périphérie du Likoud. C'est la technique du Likoud. Ils ont fait pareil à Kiryat Shmona. Ils font pareil, de toute façon, dans toutes les villes qui sont éloignées du centre, qui sont les périphéries israéliennes. Et des périphéries au lieu de les raccorder, de faire des trains, d'essayer de développer l'économie en faisant venir de l'industrie et tout ça, et ben ce qu'ils font, c'est qu'ils font venir des religieux. Exactement. En leur donnant des aides à l'achat des subventions à l'achat d'appartements et tout ça. Et donc ils se font élire à la mairie. Et on a vu à Arad, pareil. Arad, c'est devenu... Pareil, dans le Negev aussi. Et donc c'est abandonné. Et en fin de compte, c'est des vraies fausses villes. Elles sont abandonnées parce qu'il ne reste rien là-bas. Il ne reste que des religieux, mais ils vivent vraiment... Non, il reste encore justement des habitants qui se sentent très seuls dans ce combat. Voilà. Mais la plupart se barrent. Et donc on est toujours dans le Negev. Et donc on va finir, on avait dit qu'on parlerait un peu des Bédouins. On voit les Bédouins. Donc moi, mercredi, j'y étais dans le sud, principalement autour de Tel Sheva et de Homer. Donc Tel Sheva est un village, une ville arabe, bédouine. Et Homer, c'est un moshav, si je ne me trompe pas, juif. Je remets la carte pour ceux qui veulent la voir. Donc là, on a Beersheva, centre d'Israël. Non, capitale du sud d'Israël. Donc là. Voilà. Et donc, à l'est, vous avez Tel Sheva, qui est vraiment, vous le voyez, tout petit village-ville, et donc, qui est vraiment donc, une ville de Bédouins construite dans le Negev, donc dans le désert. Et la situation à Tel Sheva, depuis très longtemps, en fait, c'est des villes où il n'y a pas vraiment de
d'infrastructures, parce que les Bédouins se sont établis là-bas avec principalement au départ des tentes, des caravanes, et l'État n'a pas vraiment pris sa responsabilité. Et donc du coup, au niveau local, la mairie développe des villes, des infrastructures, mais quand on arrive, il n'y a plus de réseau parce qu'il n'y a pas de connexion Internet. Les villes, il y a les rues, il y a des trous partout. Et Il n'y a rien, mais c'est parce que à la création d'Israël, donc il y a ces gens-là, il y en a beaucoup qui étaient déjà sur place. C'était des Bédouins qui faisaient le voyage, donc qui remontaient presque jusqu'à la Turquie, qui redescendaient. Et quand Israël a été créé, il y en a qui se sont retrouvés, on va dire, pris, et qui sont restés. Et qui sont restés à des endroits où ils avaient l'habitude de se poser. Mais ce n'était pas des villes. Et ce qui s'est passé... C'était dans le désert. Oui, c'était dans le désert. Il n'y avait aucune ville et nulle donc, part. c'était genre des petits oasis, des trucs comme ça. Et donc, ils se posaient là-bas et ils sont restés là-bas parce que c'est là où, généralement, ils avaient l'habitude d'être. Et donc, Israël s'est développé. Les grandes villes se sont créées. Et à chaque fois, le gouvernement a été dans un mode déménager dans les villes. Et donc, ils n'ont rien fait pour que ces Bédouins qui vivaient dans ces espèces de villages un peu ad hoc, dans ces camps... c'est pas des camps. Non, là, ouais. Je te laisse pas dire ça. Non, mais au début, c'était des camps avec des tentes. Non, mais ce que toi t'appelles camp, c'est pas ce que les gens comprennent. Je dis pas camp de réfugiés, non. Je dis camp avec des tentes et tout ça. C'est comme un village de Bédouins. Il y a des tentes, quoi. Voilà, c'est des tentes. Et donc, au lieu d'en faire des villes ou d'en faire des villages, donc au lieu qu'ils soient reconnus par l'État d'Israël en disant « Ok, vous êtes un village, on va faire venir eau, électricité, routes, infrastructures, tout ça », pendant toutes ces années, et ça a été tous les gouvernements israéliens de droite comme de gauche, ils ont refusé d'accepter qu'ils soient là-bas. Et surtout, ce qui se passait dans le Negev, c'est que l'armée avait besoin de tous ces territoires. Donc, il y en a beaucoup qu'ils ont virés. Et il y en a qui ont explosé démographiquement, malgré le fait qu'Israël n'a rien fait pour les aider. Et c'est devenu de facto des villages énormes. Mais... Ouais, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse que tu viens de faire, je tiens à le dire. Pourquoi ? Parce que les Bédouins dans le Negev, ça faisait plus de 100 ans qu'ils ne bougeaient pas du tout, qu'ils allaient nulle part, ni en Turquie, ni nulle part. Ils étaient déjà établis. Ils n'étaient pas du tout nomades. Non, il y en avait qui n'étaient pas encore sédentaires. Enfin, il y en avait qui bougeaient. Oui, mais en l'occurrence, ceux du Negev qui sont autour de Beersheva, Tel Sheva, Lakia, Khoura et tout, pour le coup, c'est des 3-4 générations. Je dis pas ça pour dire... Oui, ils avaient l'habitude de revenir là. Non, mais c'est important. C'est-à-dire, je pense quand on dit Bédouins, les Français, ils entendent nomades, mais c'est pas le cas. Là, c'est des gens qui avaient vraiment, comme tu dis, une oasis ou un truc, et les raisons pour lesquelles ils ont été bougés, c'est principalement pour effectivement, dans des endroits où il y a des énormes espaces pour construire des bases militaires, ou pour faire passer des routes comme celle qui part d'Israël et qui va du centre d'Israël et qui va jusqu'à Eilat. Et sur cette route-là, qui est immense par rapport à l'État d'Israël, évidemment, il y a eu des tribus qui ont dû être déplacés, etc. Il y a des cas où l'État a donné des terres. Le problème, c'est que comme avec beaucoup des Palestiniens avant la création de l'État d'Israël, c'était une société féodale, et donc du coup, ceux qui avaient les droits de propriété sur les terres, c'était pas forcément ceux qui habitaient sur les terres. C'est pour ça qu'on dit très souvent que toutes les terres ont été volées, je sais pas quoi, ce qu'on dit en 1948, c'est pas du tout le cas. C'est juste que les paysans qui étaient sur les terres, ils n'avaient pas de droit de propriété, et que les mecs, les propriétaires, ils étaient au Liban, en Syrie ou je sais pas où, et que du coup, quand Rothschild et compagnie leur ont acheté les terres, eux, ils ont gagné du fric, et les paysans palestiniens, ils se sont vraiment retrouvés sans terre. Pareil pour les Bédouins. Le problème avec les Bédouins, et c'est ce qui manque dans ce que tu viens de dire, parce que c'est important de le préciser, jusqu'à aujourd'hui, on a des gouvernements qui ont plus ou moins voulu arranger ce problème. La majorité des gouvernements israéliens n'ont pas voulu résoudre ce problème. Mais en se disant, de toute façon, ils vont se barrer au bout d'un moment, ils vont voir qu'ils n'ont pas l'eau, l'électricité. Ils ne pensaient pas que ça allait devenir... Ouais, je pense qu'ils se disaient, on crée des quartiers spécialement pour eux à Beersheva, etc. Exactement, et puis ils vont déménager. C'est la logique. La logique culturelle de gens qui habitent dans la périphérie lointaine, qui n'ont pas accès à l'école, qui n'ont pas accès à ça. Israël n'a pas la possibilité de créer, je sais pas, des emplois pour n'importe quelle tribu de Bédouins qui est une 50aine de personnes, 200 personnes, c'est pas possible. Donc il y avait vraiment
une politique d'Israël de dire, et ça tu as raison, c'est de gauche comme de droite, de dire de toute façon pour un État, ce n'est pas logique de devoir, dans le désert, le Negev, c'est une partie énorme d'Israël, Ouais. on ne peut pas prendre ses citoyens en compte Voilà. Ouais. pour proposer. On va pas faire une route pour chaque petit. Voilà. Et donc camp on se retrouve de- dans une situation où effectivement, comme tu dis, ils se sont mis entre eux. Maintenant, aujourd'hui, il y a des villages. Il y a des encore villes, sur il y a la des route, trucs il y a des immenses comme villages, il y a Raat, des villes. Raat, c'est énorme. Et en fait, un élément que tu n'as pas dit et qui est très important et qui nous pose problème jusqu'à aujourd'hui, c'est donc deux éléments. D'un côté, les gouvernements israéliens qui ne veulent pas ou n'arrivent pas à trouver de solution. Et de l'autre côté, les tribus qui sont organisées encore aujourd'hui de façon extrêmement patriarcale, avec en fait un chef de tribu de Hamoula qui va en fait, lui ou quelqu'un, un ancien, un vieux, être responsable de gérer les terres, qui sait que le grand-père, l'arrière-grand-père, il avait son troupeau de chèvres à cet endroit-là, donc cette terre, elle nous appartient. Et l'État, ils disent, ouais, mais les gars, vous n'avez pas de papier, vous Oui, n'avez rien de et preuve. l'État israélien il dit mais pas du tout ça. Et du coup, on se retrouve, Ça appartient à Israël. ou alors, en tout cas, il faut c'est que à vous la nous Keren Kayemet et cassez-vous. Ouais, ou c'est juste des terres, non, même pas Keren Kayemet, c'est juste des terres qui sont pas revendues, Qui sont d'État, oui, sont elles d'État, sont pas- donc oui. on en a besoin pour construire une route, on a besoin pour développer de l'agriculture, on en a besoin pour un tel. Pour les bases Et donc- militaires souvent Et dans, donc, dans le sud. même au sein des Bédouins, il y a quand même un reproche qui est fait à leur société de dire, au final, quand l'État d'Israël, et ça a été le cas dans le gouvernement du changement, veut nous proposer un SDR, donc d'arranger la solution, de trouver des Des solutions, ouais. pour qu'on puisse construire, pour qu'on puisse avoir plus d'infrastructures, pour qu'on puisse avoir plus de services de l'État qui viennent à nous. Là, il y a quand même un blocage du côté des Bédouins qui disent on n'est pas prêt à faire de compromis, on veut la totalité des terres qui nous reviennent. Et comme il n'y a pas de preuves, dans la plupart des cas, et ils le savent, c'est-à-dire moi j'ai rencontré des jeunes qui Oui, me ils le disent savent, on n'a pas de évidemment, preuves. Mais bien sûr. Mais nous, ça fait 3 générations, 4 générations qu'on n'a pas bougé. Donc c'est nos terres, on le sait. C'est pour ça que je te dis que le truc d'aller en Turquie, c'est pas ce qu'ils disent. Eux, ils disent ça fait 4, 5 générations qu'on est là. Et il y a un autre. Ouais. Ok, moi, c'est pas important de toute façon. Non, donc justement, c'est pour dire que c'est des Bédouins qui sont quand même depuis suffisamment de temps pour que. Et il y a aussi, je pense, cet écart entre les Juifs israéliens, le gouvernement israélien, qui voit le désert sans aucune infrastructure, sans truc, et qui disent non mais attendez les gars, vous allez pas rester vivre là, venez, vous rattachez-vous à une ville. Bah non, ils veulent pas, Et donc ils veulent ça, pas lâcher les terres. Ça, c'était l'état des choses il y a 4 ans. Quand j'y étais, moi j'étais responsable de la société arabe au ministère de l'économie, et du coup c'est la réalité que j'ai vue. Ce que j'ai vu mercredi, et je finirai là-dessus, c'est un changement en 4 ans que je ne pouvais pas imaginer. Déjà que c'était pas glorieux et j'avais honte de l'état de déjà, ce pays. c'était super flippant. Hein. Et en fait, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a vraiment le crime organisé qui contrôle la totalité. Je prends l'exemple de Tel Sheva parce que c'est là où j'étais. Ouais. Il y a des coups de feu tous les jours, toutes les nuits. Il y a plus de ramassage de déchets. Donc il y a des tas de déchets partout. Il y a de la délinquance. Il y a 3 familles qui se battent entre elles pour le territoire, pour des intérêts, pour de l'argent, pour des trucs. Et donc il y a trois groupes criminels qui bloquent les routes. Donc en fait, tu ne peux pas utiliser Waze là-bas. Pas parce qu'il n'y a pas de réseau, il y a suffisamment de réseau, mais parce qu'ils te disent, les mecs, mais vraiment, tous ils te disent, on en a vu 7 ou 8, les mecs ils nous disent, non mais suivez-moi, je vais venir avec vous, vous amener, parce qu'en fait, si vous mettez Waze, toutes les routes elles sont bloquées. Et on dit, mais pourquoi elles sont bloquées ? Par des barricades, ils ont mis des pierres et tout. Et en fait, c'est pour marquer leur territoire entre les familles. Donc en fait, tu es dans une sorte de no man's land. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas de loi. Ouais. Eux, ils font leur loi. Ils te bloquent, ils te mettent des montagnes de déchets. Ils ont un chouk où les gens viennent. Donc il fait quand même, c'est le désert. Hein, il fait quand même entre 35 et 45 degrés tous les jours là-bas. Il y avait un marché couvert avec Masgan et compagnie. Mais comme le chef du village qui a été élu, il fait partie d'un des groupes, en fait, il veut bloquer les autres groupes. Donc, il a fermé le marché couvert. Donc, tu vois les femmes, les quelques petits paysans qui continuent à vendre ce qu'ils leur récoltent par 45 degrés dehors et te vendent leur lait et leurs fruits sous un soleil truc. Et en fait, tu te regardes et tu te dis, mais c'est pas possible. Je suis pas en Israël, je suis pas dans. Et en fait, ce truc-là, ils te disent, il y a plus de sécurité.
Les enfants ont peur de se faire tuer. Il y a la criminalité dans la société arabe. Vraiment, ils ont des armes. Ouais, On en a déjà parlé. Il y a de la protection. Il y a de la protection. Il y a des crimes. Les enfants, ils peuvent sortir, ils peuvent ne pas revenir. Et on a rencontré, c'était intéressant, aussi bien les jeunes bédouins qui nous disaient ça, qui voulaient que l'État prenne plus sa responsabilité et qui comptent sur nous, sur le prochain gouvernement pour faire bouger les choses. Et d'un autre côté, tu vois, on est allé dans un village juif juste à côté. Ils te disent pas des trucs de on a peur pour nous que la criminalité elle a pas de frontières, ils vont venir chez nous. Ils te disent non, nous on vit avec les coups de feu, on vit avec des enfants qui sont retrouvés morts, des enfants arabes, bédouins, musulmans, donc au bout de notre rue, c'est inacceptable, c'est notre problème à tous, on vit tous dans le Negev ensemble et aucun de nous ne se sent safe en fait. Donc toute la campagne de Ben Gvir, de Netanyahou, monsieur sécurité. Ben Gvir qui dit je vais ramener l'ordre, etc. En fait tu te rends compte, ils te disent tous. On a rencontré des dizaines de personnes. Tu dis tous, on n'attend qu'une chose, c'est un nouveau gouvernement, parce que on a peur. Est-ce qu'ils vont aller voter pour un nouveau gouvernement ? Oui, c'est pas forcément des gens de droite ou quoi. Et eux, pour eux, oui, c'est une évidence. Mais ils disent à Beersheba, par exemple, eux, ils s'attendent à ce que dans les quartiers pauvres où la criminalité a augmenté, que ces gens-là vont encore plus voter pour Ben Gvir. Parce que voilà, alors ces gens-là. Et là, tu te dis, encore une fois, on est dans un truc qu'on ne comprend pas. Et ce qu'on voit souvent, c'est que juste avant les élections, tu as Netanyahou qui va aller dans les villages bédouins, il va être reçu, ça va être Abou Yahir et tout ça. Oui, Abou Yahir. Et puis voilà, quoi. Et puis après, il va les délaisser. Et en tout cas, je trouve que c'est intéressant parce que par rapport à il y a quelques années où je fais quand même ce genre de job depuis longtemps, et je vois qu'il y a quand même vraiment eu un changement, parce que, donc on l'avait déjà dit ici, Omer Bar-Lev, qui était le ministre de la Sécurité intérieure, avait fait baisser le taux de criminalité énormément dans la société arabe. Ouais. Nous, on avait vraiment investi dans les infrastructures, dans les budgets, dans le faire rentrer les jeunes dans le monde du travail, etc. Et tu vois qu'en fait, ils se souviennent, eux, du même Shelet Hachinouï, du gouvernement du changement, comme quelque chose de très positif, alors que dans le reste de la société israélienne, ça n'a pas forcément eu beaucoup d'impact, ça n'a pas forcément donné beaucoup d'espoir. Mais eux, tu vois, une journée entière, j'ai vu, ils n'arrêtaient pas de dire on n'attend qu'une chose, c'est que vous reveniez au pouvoir, et c'est pas la gauche. C'est juste des gens qui viennent bosser et qui viennent comprendre que en fait, la vie humaine en Israël, elle est importante. C'est juste pour leurs intérêts. Et on voit comment la politique de Ben Gvir, elle est faite, en fin de compte, exprès pour qu'ils se tirent dessus. Pour qu'ils se tirent dessus, pour qu'il n'y ait pas de sécurité, pour encore une fois, comme Netanyahou. Regardez, il n'y a pas de sécurité. Voilà. Nous, on va nous vous amener de la sécurité. Voilà. Mais comme ils avaient dit, ce gouvernement, c'est le gouvernement Yamin al-Malé-Malé, donc la droite à fond, qui était censé nous apporter le droit, la loi, le ils allaient remettre l'ordre. L'ordre, machin. Law and order. Et en fait, rien. Et donc, du coup, moi, je suis revenue très touchée, très perturbée. Enfin, évidemment, c'est des choses qu'on sait, mais de rencontrer, de voir les enfants qui se baladent, qui jouent au foot sur un terrain vague et de savoir que ces gens-là, ils savent que c'est la politique de leur gouvernement. C'est juste horrible, en fait. Voilà. Donc ça m'a vraiment encore plus renforcé ce truc de... J'ai vraiment j'ai vraiment l'espoir, en tout cas, qu'on arrive à changer ce gouvernement. Ça sera bien, pour essayer de faire bouger les choses. Est-ce qu'on va réussir ? Je suis pas sûr. Moi, je pense que oui. Tu crois ? Ouais. Oui, moi, j'ai pas de doute. On verra. Mets la chanson. Partons. Finissons ça sur une note positive. Ouais, enfin, une note positive. C'est super ce que je viens de raconter sur les bédouins, c'est... Je couperai, je l'enlèverai. Bon, bah écoutez, bon week-end à tous, Shabbat Shalom, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et surtout, ne ratez pas le match Iran-Égypte. Gay. N'importe quoi.